C'est bon? Oui, c'est parfait, on va bien. Alors, je vais débuter. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'espace d'innovation, la présentation en fait finale. Toute la semaine, on a travaillé, plutôt l'équipe multidisciplinaire a travaillé fort sur la problématique. Je vais vous en parler un petit peu plus tard, là, mais donc c'est un programme qui est organisé par le réseau d'innovation Matériaux renouvelables Québec, qui est un réseau provincial dont le titulaire est justement Alexis Hachin qui est présent avec nous aujourd'hui. On peut changer. Alors, c'est un réseau qui est financé par les fonds de recherche Nature et Technologie du Québec en grande partie. Le réseau, c'est une plateforme d'échange qui réunit en fait des chercheurs, chercheuses, des CCTT, des universités, puis également des partenaires du milieu qui sont utilisateurs des résultats de la recherche. Puis, notre mission au réseau, c'est de stimuler le processus d'innovation et le transfert technologique dans les domaines de la conception, la caractérisation, l'utilisation et la performance socio-environnementale des matériaux renouvelables au Québec. Donc, on touche vraiment l'ensemble de la chaîne de valorisation des matériaux renouvelables. Next. Merci. Maintenant, on en est rendu à notre 4e édition d'Espace d'innovation en un petit peu plus que 2 ans. Donc, on est très contents. Ce programme-là fonctionne très bien. Puis, on en a plusieurs autres, là, mais ça, c'en est un vraiment de nos favoris parce qu'il répond très bien à notre mission que je viens de mentionner juste avant. Donc, en bref, l'espace d'innovation, ça réunit une équipe multidisciplinaire qui va être formée de mentors et d'étudiants. Je vais vous les présenter par la suite, qui vont travailler intensivement pendant 5 jours sur un défi de recherche qui est ciblé. Puis l'objectif, c'est d'y apporter des pistes de solutions rapides. Alors, le défi de recherche de cette édition-ci, c'était quelles innovations permettraient au secteur de la construction en bois de faire la transition vers une économie circulaire? C'est une question qui a été proposée par l'un de nos partenaires du réseau FP Innovation. Alors, voici maintenant notre équipe, l'équipe qu'on avait pour travailler là, toute la semaine. D'abord, 4 étudiants qui sont en bleu. On a 3 qui étaient étudiants au doctorat en génie du bois et des matériaux biosourcés de l'Université Laval. Il s'agit d'Arij Malawi, Zara Hosseini et Baptiste Giorgio. Tous les 3 également étudiants au Centre de recherche sur les matériaux renouvelables et puis au sein de la chaire industrielle de recherche sur la construction éco-responsable en bois. Il y avait également Sarah Elaoui, qui est étudiante en ingénierie à l'UQAT. Ensuite, en jaune, en bas, on a nos 4 mentors. D'abord, Aline Cobu, qui est chercheuse chez FP Innovation. Pierre Blanchet, qui est professeur titulaire à la FFGG de l'Université Laval. Puis également, c'est lui qui est titulaire de la CIRCERB, donc la chaire sur la construction, la chaire industrielle sur la construction éco-responsable en bois. Également, Aziz Lagdir, qui est chercheur en sciences du bois au CEREX, et puis Nicolas Pearson, conseiller technologique et développement des affaires chez Innovem. Donc, ça, c'était notre équipe vraiment qui a travaillé sur la problématique. Puis, en rose, bien, c'est l'équipe de coordination pour l'espace d'innovation. Donc, moi-même, Christine Monvardi-Cofopé, Gabrielle Boivin, qui est chez FP Innovation, et Caroline Trahan, qui est au Centre de recherche sur les matériaux renouvelables. Alors là, je passe la parole à Baptiste. Ah, très bien. Donc, rapidement, pour vous présenter ce qu'on va vous présenter, dans le fond, on va faire une mise en contexte, histoire d'établir un peu notre objet d'étude. Puis, on va parler du parc immobilier existant, de l'analyse. On a essayé d'analyser les possibilités de revalorisation de certains matériaux et puis des problématiques un peu plus générales avant de conclure. Bonjour à tous et à toutes. Comme vous savez, chaque année, les chiffres le prouvent aussi que nous nous cessons d'aggraver notre interaction malheureusement avec la planète et nous épuisons les ressources naturelles et nous rejetons des substances polluantes et des gaz à effet de serre dans l'atmosphère
et nous provoquant des désastres qui sont irrémédiables. Ce qui nous amène à dire que le monde est vraiment en crise et à cause de la croissance démographique, la folle consommation d'énergie et de la matière, surtout les matériaux de construction. C'est pour cela le Global Footprint Network déclare chaque année la date du Earth Overshoot Day. Il s'agit du jour dans l'année à partir duquel la demande humaine dépasse la capacité de la Terre à régénérer des ressources. Ben, cette figure inquiétante doit nous pousser à changer notre manière de penser et à trouver un autre mode de consommation et de production. Ben, tu peux aller, Baptiste. Ouais. Il faut changer notre manière de penser et de trouver un mode de production et de consommation plus respectueux et de mettre fin à l'économie linéaire qui se base sur fabriquer, utiliser, jeter et qui ne prend pas en compte le devenir des déchets et d'aller vers un autre mode, un autre modèle alternatif qui peut être plus respectueux à l'environnement. Et là, je parle de l'économie circulaire. Qu'est-ce que l'économie circulaire? Ben, on peut le définir comme étant un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie de produits, il vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer les impacts sur l'environnement, tout en développant le bien-être des individus, bien évidemment. Ben, qui dit l'économie circulaire, dit aussi le développement durable, la durabilité, sont des mots qui sont devenus des expressions courantes. Un beau nombre de matériaux, de process ou des matériaux sont à la loupe par soit des consommateurs, des entreprises, des organismes de réglementation ou même la communauté scientifique. Et ici, le bâtiment et le secteur de construction ne font pas exception de cette règle. Et on voit les activités du bâtiment et les secteurs de la construction sont responsables d'une grande partie du taux d'extraction de ressources les plus élevés, aussi d'une folle consommation d'énergie et d'une grande quantité de déchets générés chaque année et surtout d'un grand émetteur du gaz à effet de serre. Donc, il demeure nécessaire de diminuer l'impact de la construction en réfléchissant sur l'avenir des déchets et de rendre ces déchets de construction des ressources exploitables. Après avoir défini l'économie circulaire par Arij, il existe beaucoup de stratégies pour appliquer l'économie circulaire, parmi lesquelles je peux mentionner la stratégie 6R et éco-conception. Par exemple, dans la stratégie 6R, tout d'abord, on essaye de réduire le besoin et éviter de, par exemple, construire un nouveau bâtiment. Si on a vraiment besoin d'un bâtiment, on essaye de réutiliser un bâtiment qui déjà existe. Si ce n'est pas possible, on doit réparer quelques parties d'un bâtiment pour être capable de l'utiliser. Sinon, on essaye d'utiliser certaines parties qui sont en bon état pour refabriquer d'autres matériaux. Sinon, on recycle les matériaux et la dernière solution, c'est récupérer les matériaux pour produire d'énergie. Et éco-conception, non, Baptiste est là, merci. Et en éco-conception, on essaye d'anticiper et de réduire les impacts environnementaux dans la phase de conception d'un bâtiment et avant de construire. Pour être capable d'appliquer l'économie circulaire avec succès, il faut l'intégrer la chaîne de valeur et avoir une bonne coopération entre les acteurs de la chaîne. Par exemple, en éco-conception, dans la phase de conception d'un bâtiment, si l'architecte veut réutiliser un bâtiment, il doit savoir où se trouve le bâtiment. Ou par exemple, pour faire la conception de bâtiments en utilisant les matériaux les parties réparées, il doit savoir les qualités des matériaux, comment ils seront transportés, etc. Donc, avoir une bonne connaissance de matériaux dans la chaîne de valeur, c'est nécessaire.
Ici, vous voyez le flux de matériaux dans un bâtiment circulaire. Ici, on essaye de garder les matériaux dans les boucles et limiter l'usage des matériaux pour produire d'énergie ou on essaye d'éviter l'enfouissement. Je laisse la parole à Sarah. Maintenant, on va parler du bilan des résidus de construction, de rénovation et de démolition. Donc, dans le cadre du bilan 2015 de la gestion de matières résiduelles au Québec, la proportion de résidus de CRD du segment du bâtiment trié à la source ou acheminé vers un centre de tri était de 71,5%. Pour les centres de tri de résidus de CRD ayant répondu au bilan 2015, on compte 1,63 million de tonnes de matière entrante et 1,49 million de tonnes de matière sortante. Les centres de tri ont expédié 794 000 tonnes aux fins de recyclage et de valorisation énergétique, ce qui correspondant à 53% de matière sortante. Mis à part les matières recyclées ou valorisées, 23% de matières sortantes ont été acheminées, éliminées et 24% ont été acheminées vers des lieux d'élimination pour être utilisés comme matériel de recouvrement alternatif. Maintenant, je vais vous présenter deux figures. La figure 1 définit la destination de matières sortantes de centres de tri de résidus de CRD entre 2018 et 2015. 55,4% de résidus sont destinés au recyclage et 44,2% en valorisation énergétique en 2018, alors que c'était 58,2% destinés au recyclage, 38,5% en valorisation énergétique et 1,5% pour d'autres destinations en 2015. La figure 2 illustre la répartition basée sur le tonnage des matières acheminées au recyclage ou à la valorisation énergétique en 2015. Le bois constitue près de 56% des matières acheminées aux fins de recyclage et de valorisation énergétique. De cet pourcentage, 63% du bois est acheminé à des fins de valorisation énergétique et 37% à des fins de recyclage. Donc maintenant, on va provoquer l'axe de projet actuel qui s'engage dans la valorisation de résidus de CRD. On va parler de l'aide qui a été octroyée aux 3 RMC du Q pour la réalisation de 2 projets porteurs dans le cadre de l'appel de proposition pour soutenir des initiatives de recyclage et de valorisation de résidus provenant de la domaine de construction. Le premier projet vise à identifier les meilleures pratiques à implanter en centre de tri pour maximiser la proportion de déguisement du bois de CRD qui pourrait être valorisé et pour satisfaire aux critères d'acceptation des utilisateurs. Le deuxième projet vise à identifier des façons de faire pour isoler le gypse de sorte qu'il ne soit pas acheminé au centre de tri de résidus de CRD et mélangé aux d'autres matériaux. On parle aussi de certification de bâtiments qui s'est mise en place pour des meilleures pratiques de gestion de matières résiduelles des projets de construction. On a le LEED qui exige de réaliser un plan de gestion inclus des cibles et des stratégies visant en fait le détournement des matières des lieux d'enfouissement, soit par les réutilisations, soit par le recyclage, amenant ainsi une amélioration concrète des pratiques dans les chantiers. Et la certification TROU, c'est un programme de certification de bâtiments ou de projets dont l'objectif est de tourner l'ensemble de matières résiduelles de l'enfouissement et de l'incinération pour atteindre le REGE 0. Maintenant, on va prendre en fait quelques exemples de projets actuels là où on applique des pratiques de gestion de résidus de construction. On a le projet l'harmonie rapide. Dans ce projet, on a utilisé des matériaux durables, des bétons faits à 25,5% de matériaux recyclés. Un autre projet qui a été mis en place à Montréal, on a effectué une de construction et tri à la source. On a réemployé de 13 tonnes
en fait 13 tonnes de résidus et 86,13% de résidus sont détournés de l'enfouissement. Un autre projet, Cuvillier de Montréal, là où le bois a été récupéré, on a utilisé des matériaux recyclés. La réutilisation était sur place de poutres, de moulures, de fenêtres, de portes, de briques. Et 55% de résidus sont détournés de l'enfouissement. On termine par le projet qui a été à Ottawa. On a effectué une déconstruction et un tri à la source des agrégats, et des métaux et du bois, et la récupération et le réemploi de 6620 tonnes de béton. Maintenant, on va faire entrer le parc immobilier existant dans un modèle d'économie circulaire. Je laisse la parole à Baptiste qui va nous expliquer mieux sur ce contexte. Ça, c'est que on a fait le constat que faire rentrer la construction dans un modèle d'économie circulaire, c'est bien pour la construction de bâtiments neufs, mais on a déjà un parc immobilier existant qui est très conséquent. Et donc, on s'est demandé quelles étaient les problématiques pour faire entrer ce parc dans ce modèle d'économie circulaire. Donc, déjà, il y a un premier constat quand on arrive sur un chantier de déconstruction, c'est qu'il est difficile d'identifier les matériaux qui sont disponibles. Parce que, par exemple, sur l'enveloppe du bâtiment, c'est un assemblage multicouche qui a changé au fil des générations, dont les méthodes d'assemblage ont changé au fil des générations. Et donc, on a deux grandes catégories de défis en jeu. La première, c'est l'identification des matériaux et des méthodes par lesquelles on peut les désassembler. Et la seconde, c'est la caractérisation des matériaux disponibles, donc leurs propriétés, leur durée de vie et leur état actuel. Est-ce qu'ils ont été soumis à de la dégradation, que ce soit par la moisissure, par le temps, par des contraintes mécaniques, etc. Donc, on n'a pas trop détaillé ce point-là parce que ce n'était pas vraiment le cœur de notre projet, mais on peut citer qu'il faut améliorer la traçabilité des matériaux en tant que solution. Ça peut passer par des passeports matériaux ou des maquettes BIM, par exemple, qui relieraient vraiment beaucoup d'informations à ces sujets. Mais aussi pour la question de l'identification actuelle, on pourrait mettre en place des méthodologies. Par exemple, méthodologie de carottage où on va ouvrir un mur et on va essayer de voir comment il est construit, enfin, qu'est-ce qu'il y a, de quelle manière c'est assemblé, etc. pour ensuite faire une stratégie dans le reste du bâtiment. Ou alors, on peut penser à des outils techniques un peu plus poussés qui, je crois, n'existent pas encore, en tout cas pas dans cette application d'imagerie, où on pourrait peut-être essayer d'imaginer des nouveaux outils. Par exemple, on a des détecteurs de métaux aujourd'hui. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire... On nous a demandé un petit peu de rêver, de transformer le détecteur de métal en une image, par exemple, pour aller voir les points d'accroche et voir à quels endroits on pourrait décrocher des éléments dans le mur directement sans avoir à tout ouvrir systématiquement. Ça pourrait être une des solutions. Dans le cas de notre exercice, on s'est arrêté à une enveloppe type parce que sinon c'est vraiment très très large. Donc on a pris ce mur qui est assez standard dans la construction récente au Québec. C'est un mur qui correspond plus ou moins aux critères de la norme Novo-Climat. Donc c'est ce qui se construit majoritairement avec donc principalement une ossature légère en bois porteuse avec un voile de contreventement, un isolant dans les cavités d'ossature, une contre-isolation extérieure et un parement extérieur en briques. Et donc, on va essayer de regarder les possibilités de revalorisation des matériaux de cette enveloppe en étudiant au cas par cas les différents matériaux. En explorant les différents matériaux constitués par l'enveloppe type, on trouve la brique comme un matériau très utilisé comme un revêtement extérieur dans la construction. C'est un matériau durable, polyvalent, économique et surtout facile à s'installer. En fin de vie, après la démolition, soit on trouve des briques qui sont non endommagées ou des briques concassées. Parmi les contraintes ou les défis qui empêchent
soit le recyclage ou le réemploi des briques, il y a la difficulté de faire dissocier de la brique du mortier durci et, et le nettoyage des briques récupérées. Comment les trier? 4 étapes, faire séparer les briques, les nettoyer et puis les trier. Là, il y a 2 pistes à présenter, soit pour réemployer les briques non endommagées, qui peuvent être employées dans des nouveaux projets de construction ou de rénovation une fois débarrassées du mortier, soit de recycler les briques concassées et valoriser ces briques-là sous forme de granulats et on les utilise dans soit des projets routiers pour un remblaiement des couches de route, par exemple, ou on l'utilise comme des granulats pour la fabrication de béton ou pour faire des terrains de tennis de terre battue. Pour une isolation extérieure, parmi les constituants de cette enveloppe type, on trouve le polystyrène. Il est marqué par ses bonnes propriétés physiques et chimiques d'isolation avec l'avantage du faible coût. En général, le polystyrène issu de la démolition, il est contaminé. Les contaminants ici, ça peut être du mortier, de la colle. Et parmi les contraintes existantes ou les défis, c'est que la propreté du polystyrène recueilli, parce que ici, ça pose le problème de la contamination et ça affecte les propriétés de la matière à recycler. Aussi, le process de tri et de traitement, le traitement post-consommation, là, on parle du duoton avec les coûts. Ça engendre des coûts supplémentaires. Et si on gère mal l'approvisionnement, le stockage ou le transport du polystyrène. Comment trier le polystyrène en fin de vie? On collecte les matériaux dans le chantier, les matériaux récupérés, un tri, et puis le transport vers les usines de traitement, un conditionnement aussi, on parle du brouillage, lavage, séchage, et puis on parle du compactage. Le polystyrène en fin de vie, il y a 2 voies qui se présentent, soit de le faire recycler en boucle fermée, de le rendre un matériau d'isolation, ou en boucle ouverte, on peut faire du béton allégé avec ce polystyrène, ou on peut l'utiliser dans les emballages ou le rembourrage, ou pour faire de l'énergie, pour la valorisation énergétique. Pour l'isolant des cavités murales, je peux nommer l'endoverre et l'endoroche. Quand on fait la récupération de ces matériaux, ils pourront être déchirés. Le défi qui existe, c'est que ces matériaux sont nuisants pour l'environnement et il y a seulement un traitement pour leur fin de vie et c'est le recyclage. Leur triage est fait sur les centres de recyclage et la valorisation qui déjà existe, c'est recycler les matériaux et une partie peut être réutilisée en hydroponie. Les solutions que je propose, c'est tout d'abord d'essayer d'éliminer ces matériaux et remplacer ces matériaux par chanvre, couche de papier, carton ou fibre cellulosique. Comme revêtement intérieur, je nomme panneaux de gypse. Ils sont isolants de feu et isolants thermiques. Pour récupération, les panneaux pourraient être cassés. Le défi qui déjà existe, c'est manque de centre de recyclage pour ces matériaux dans leur fin de vie et coût de transport des matériaux pour le traitement de recyclage et manque de demande. Donc, et aussi, quand on démolit un bâtiment, ces panneaux sont mélangés avec d'autres déchets. Donc, pour être recyclés, ils doivent être totalement exempts de contaminants. Les valorisations qui déjà existent sont
Dans l'agriculture, on peut utiliser calcium ou sulfure dans ces panneaux. Et en cimenterie, où on peut recycler les panneaux et produire de nouveaux panneaux. Solution proposée, c'est triage de matériaux sur le chantier de construction ou créer la demande. Par exemple, si on résout les panneaux dans l'eau, on peut avoir l'usage médical ou on peut utiliser pour revêtement intérieur ou faire sculpture. Et aussi, ils peuvent être réutilisés comme isolant acoustique plancher au lieu de panneaux pharmaceutiques. Et la meilleure pratique, c'est trouver un autre matériau pour les remplacer. Pour les membranes, en fait, par intempérie et par vapeur, là, on trouve une composition qui se varie de chaque fournisseur. Pour les par intempérie, on trouve le polyéthylène, bitume caoutchouté, bitume élastomère, polystyrène. Pour le par vapeur, on trouve polyéthylène, feuilles d'aluminium. L'état de matériaux récupérés, vraiment, ce sont des membranes trouées à cause de graphes et de clous. Donc, défi et enjeu. Aucun bilan n'existe pour cette classe de matériaux hétéroclites. L'abondance et la diversité de ce matériau augmentent et les centres de tri de CRD auront à traiter de plus en plus avec ceci dans un futur approché. Ce type d'éléments ici de CRD sont actuellement un angle mort de la valorisation de résidus de CRD au Québec. Et les freins majeurs au développement de la chaîne de valeur de membranes issues de CRD est l'absence de tri à la source sur le chantier et l'absence de mesures obligeant leur récupération et leur utilisation dans le devis de construction et rénovation. Comme solution proposée, c'est vraiment de développer une membrane avec une composition biosourcée, biodégradable et recyclable. On peut citer dans ce contexte deux projets qui sont en cours au sein de CIRCEP. On a le premier projet qui se porte sur le développement d'un par intempérie à fort contenu biosourcé et un autre projet qui se porte sur le développement d'une membrane biosourcée pour l'enveloppe du bâtiment. En ce qui concerne les déchets à base de bois, donc dans le cas de notre mur, on a l'ossature, les fourrures et le contreventement. Le contreventement qui était en panneau d'OSB pour rappel. On a deux voies possibles. La dépose sélective ou la démolition. Dans le cas de cet assemblage, c'est impossible de faire de la dépose sélective en raison de l'assemblage quasi continu de tous les clous, toutes les vis qu'il y a dans le mur. Et du coup, on va principalement s'orienter avec le parc existant sur la démolition, ce qui va nous donner des morceaux de bois cassés d'une longueur variable entre 20 cm et 2,40 m, donc un gisement assez hétéroclite, qui aura potentiellement une contamination variable. On peut retrouver des bois traités qui seront pollués au chrome, arsenic, au cuivre, des vernis, des colles, etc. On peut retrouver des pièces métalliques également, donc des clous, vis, boulons, ancrage, sabots, bandes métalliques pour l'arrachement. Et ensuite, on va également aussi trouver d'autres matériaux qui seront collés avec, comme du verre, des bardeaux d'asphalte, du gypse, de la céramique, du fil électrique ou même de l'amiante. Donc, les grosses problématiques à ce stade, ça va être le tri et la caractérisation de ce gisement. Le tri qui se fait avec plusieurs étapes. Donc, une étape de gros triage, on va dire, où les ouvriers vont soit séparer ça au chantier, soit quand ça arrive au centre de tri de manière assez grossière. Ensuite, on peut concasser les éléments, les broyer pour aller pouvoir ensuite déferrailler, par exemple par un procédé magnétique ou je ne connais pas exactement le procédé. Et ensuite, selon la voie de valorisation, stériliser pour tuer les parasites ou les champignons qui pourraient être dans le matériau. Et donc à ce stade, les principaux défis en jeu, c'est d'arriver à faire un tri qui est de très bonne qualité sur le chantier de démolition.
et peut-être de changer aussi le mode de tri des matières qui, dans la valorisation du bois, est quand même assez archaïque, où pour l'instant on est sur un modèle manuel qui comporte un risque pour les opérateurs, notamment à cause des contaminants qui pourraient nuire à leur santé. Et on pourrait s'inspirer de d'autres filières où la valeur des matériaux recyclés est plus élevée, qui ont mis en place des procédés d'automatisation et qui leur permettent aussi une meilleure caractérisation. Par exemple, on peut citer les filières qui traitent le métal ou le verre. Ensuite, donc, on obtient actuellement, on obtient 3 catégories de déchets. D'ailleurs, ces catégories sont implicites, il n'y a pas de normes qui les régissent. C'est des catégories où les acteurs de l'industrie se sont entendus sur des genres de standards, mais ça varie quand même d'une entreprise à une autre légèrement. Donc la catégorie 1, on a un bois uniforme et très peu contaminé. Et pour le coup, c'est souvent des déchets de construction, donc des déchets non pollués. La catégorie 2, c'est la plus grande aujourd'hui qui peut contenir des contaminants, donc peinture, vernis, colle, etc. Et ça va inclure les panneaux de bois, donc OSB, panneaux de particules contreplaqués. Et enfin, la catégorie 3, où le bois est trop contaminé ou dégradé, par exemple, par de la moisissure, etc. Ou encore si le bois est donc traité. Parce que les produits dans le bois traité sont comme trop nuisibles pour la valorisation. Donc, les défis, là, c'est la nature et la quantité. On en revient à l'étape de tri, c'est la quantité de résidus qu'on peut obtenir. Si on améliorait le tri sur chantier, qu'on améliorait les processus de triage, etc., on pourrait peut-être passer une grosse masse de la catégorie 2 vers la catégorie 1 et donc augmenter le potentiel de valorisation de ces résidus. Actuellement, il y a 2 grandes possibilités. Enfin, non. Actuellement, il y a des filières qui existent, qui sont possibles. Mais au Québec, en tout cas, les filières de type paillis, litière animale ou compostage, ainsi que la biomasse pour les petites chaudières, sont très restreintes par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en raison des éventuelles pollutions que ça peut engendrer. La biomasse est allégée uniquement pour les chaudières industrielles, donc de très grosses capacités. Donc actuellement, les principaux débouchés, comme on l'a vu tout à l'heure, pour le bois, c'est la valorisation énergétique ou la fabrication de panneaux de particules. Mais on s'entend, là, on est davantage dans une économie en cascade qu'une économie qui tend vers la circularité, puisque soit on va brûler des éléments et puis c'est fini, on n'a plus de matériaux, soit on va créer des panneaux de particules qui vont durer une dizaine d'années dans nos cuisines et ensuite vont se faire brûler et on n'aura plus de matériaux. Donc, l'idée des solutions qu'on a essayé de trouver, c'est d'allonger au maximum la durée de vie en œuvre possible des matériaux. Donc, pour ça, on a 2 grandes options. Soit on améliore la démontabilité des bâtiments avec des assemblages réversibles. Donc, pour donner quelques exemples, on pourrait fabriquer un mur préfabriqué donc, avec des ancrages démontables. Au lieu d'avoir des clous tout le long, tous les 20 cm, on n'aurait que quelques points d'ancrage qui permettraient d'aller démonter ce bâtiment lorsqu'on souhaite le faire. Donc, je cite par exemple le projet de connecteur universel de Laurence à l'Université Laval qui pourrait s'adapter dans cette optique-là. Une deuxième voie, mais qui n'est pas directement comparable, c'est d'avoir une structure principale et des enveloppes rapportées qui permettraient d'avoir des systèmes d'accroche des enveloppes qui seraient plus facilement démontables. Et pour illustrer ça, j'ai mis l'image d'un connecteur qu'on avait proposé avec une équipe du CIRSERB et de Secobois à un événement de Metsawood où on devait réfléchir sur le réemploi. Et donc l'idée, c'était d'avoir des façades qui étaient presque clipsables, on va dire, sur une structure, et où on peut soit la réparer, soit la changer, soit la démonter très facilement. Donc favoriser éventuellement son réemploi. Ces 2 options, en fait, c'est pour favoriser le réemploi d'éléments au complet, d'éléments de parois, s'ils sont encore capables de soutenir leur fonction. La deuxième grande voie, c'est de trouver donc des
des voies de valorisation avec un potentiel élevé. Donc, le premier point, c'est l'utilisation des copeaux ou des particules. On peut citer, par exemple, le projet d'une institution partenaire, Innofibre, où ils fabriquent des palettes moulées à partir de résidus de particules de bois, de particules déclassées notamment. Donc, parce que si on fait des éléments dont l'usage n'est pas directement lié à l'usage quotidien, disons, on peut peut-être utiliser des particules contaminées et donc leur éviter l'incinération. Ensuite, avec des particules plutôt des copeaux de meilleure qualité, on pourrait aussi faire de la fabrication de bois d'ingénierie, par exemple de poutres en paralame ou de panneaux d'OSB. Et ça aurait l'avantage, contrairement aux panneaux de particules qui vont être bons pour une dizaine d'années, de repartir dans un bâtiment pour 40, 50, 60 ans. Et ensuite de repasser dans le système et peut-être de finir en panneaux de particules. En deuxième option, on a le défibrage. Donc là, on peut utiliser plusieurs procédés. Je ne suis pas expert dans ce domaine. Il y a les procédés chimiques et les procédés mécaniques. On pourrait donc fabriquer de la pâte à papier pour le carton, où on a besoin peut-être d'une fibre moins blanche que pour du papier ordinaire, qui ensuite proposent leur propre filière de revalorisation. On pourrait aussi fabriquer un isolant à base de cellulose, qui serait très pertinent dans nos bâtiments, qui serait bon, pareil, pour une durée de vie de 25 à 50 ans, ou la fabrication d'isolants de fibres de bois. Mais on voit que dans ces différents produits, on peut aussi avoir une classification de nos résidus. C'est-à-dire que pour faire de l'isolant en fibre de bois, il va falloir des fibres beaucoup plus longues que pour faire de la cellulose ou de la pâte à papier. Et si on veut aller plus loin que ça, on peut, par exemple, imaginer de fabriquer de la fibre de carbone à partir de la lignine du bois. Donc ça, c'est un projet de Maxime qui est à l'Université Laval aussi. Et après coup, donc il y a toutes les applications du carbone qui seraient disponibles. Et une des applications possibles, ce serait par exemple le renforcement de poutres en bois, donc des poutres bois-carbone, pour alléger les structures, diminuer les sections et augmenter donc, les performances globales par quantité de bois. Qui est un matériau qu'on avait utilisé dans un projet expérimental lors d'un concours. Mais donc tout ça, ça nous amène de déchets à produits. Quelles sont les problématiques aujourd'hui? Qu'est-ce qui empêche de faire ça? Le réemploi direct, parce qu'on en a beaucoup parlé entre nous, puis c'est une thématique qui revient souvent, c'est assez peu probable qu'une filière générale se mette là-dedans, pour plusieurs points sur lesquels on reviendra. Et la fabrication de nouveaux produits, comme on a cité juste avant, c'est quand même l'avenue a priori qui paraît la plus probable. Et ce, en raison de plusieurs points qui sont les normes et la caractérisation des matériaux de réemploi. Aujourd'hui, si on veut utiliser un élément de bois, par exemple, et il va falloir qu'il réponde à des normes, il va falloir qu'on puisse le caractériser très précisément, parce que sinon, au niveau de l'acceptabilité, il n'y a aucune assurance qui acceptera d'assurer un bâtiment dont on n'est pas certain des matériaux. Les garanties professionnelles que les entrepreneurs vont poser sur leur construction, ça va être problématique. Et puis le client, il va acheter un produit dont il n'est pas certain de la qualité. Donc ça, c'est un premier ensemble. Le deuxième ensemble, c'est également les contraintes de projet. Si on décide, je parle pour la construction de bâtiments, de construire un bâtiment en utilisant des matériaux de réemploi, on va se confronter à un problème qui est d'une part l'allongement du temps de projet nécessaire, puisqu'on va devoir concevoir notre projet, aller voir les matériaux qui sont disponibles sur le marché du réemploi, pour ensuite adapter à ce qu'on va trouver sur ce même marché. Donc, il y a un certain problème. C'est pour ça que le réemploi direct, a priori, ne fonctionnera pas, disons, à très très grande échelle, et que la voie se retrouve davantage vers la fabrication de nouveaux produits, mais où, bien sûr, il faut valoriser la plus grande durée de vie possible. Mais après ça, quels incitatifs pour mettre en place cette filière? Parce qu'il y a des réalités économiques.
Aujourd'hui, la valeur des déchets, s'ils ne sont pas recyclés, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que le coût de la main-d'œuvre et le coût de logistique pour mettre tout ça en œuvre est supérieur à la valeur qu'on pourrait retirer des déchets, a priori. Et il y a des problématiques de ressources techniques et logistiques, notamment le circuit d'approvisionnement. Admettons que je sois un architecte ou un entrepreneur, je ne vais pas courir tous les centres de recyclage pour trouver mon matériau. Je vais aller chez mon fournisseur habituel et je vais lui demander. Ensuite, il y a une question de ressources financières pour investir dans ces filières, dans la création de ces filières. Et enfin, le prix de vente des matériaux de réemploi, parce que si j'achète une poutre en bois qui a déjà servi 20 ans et que son prix est à 80 ou 90% du prix de la neuve, bah, peut-être que je vais m'assurer d'avoir des caractéristiques certifiées et d'aller sur le matériau neuf. Donc, bah, comme solution pour tout ça, on n'a pas vraiment de grandes solutions à donner, mais ça serait soit d'une part d'internaliser le coût du recyclage au coût du produit neuf, comme c'est fait dans certaines filières, par exemple les batteries automobiles. Aujourd'hui, quand on achète une batterie automobile, on paye une partie pour la mise en place d'une filière de recyclage, ou alors des solutions réglementaires. Et là, la question, c'est est-ce qu'on contraint ou est-ce qu'on donne la carotte pour inciter à investir dans ces filières? Par exemple, l'une des idées possibles, ça serait de créer un incitatif carbone. Comme on voit je ne connais pas exactement l'évolution des réglementations au Québec, mais en France, on s'aligne vers une réglementation où l'impact carbone aura une place très importante. Ben, on pourrait, de manière générale, à toute la filière, pas seulement la construction bois, on pourrait, par exemple, donner des genres de crédits carbone si on utilise des matériaux, ce qui contrebalancerait un coût économique. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour une construction en béton, si on veut aller avoir un impact carbone plus faible, on va devoir augmenter fortement notre production énergétique sur le bâtiment, etc. Donc, ça pourrait être des solutions qui seraient mises en place d'elles-mêmes par la filière, en quelque sorte. En guise de conclusion, je voulais dire que le projet de la transition vers l'économie circulaire dans le secteur de construction bois ne sera pas possible sans la mise en œuvre partagée, sans la collaboration et la synergie entre les différents acteurs. Là, je veux dire les professionnels, les entrepreneurs et même la communauté scientifique. Et ici, j'insiste sur notre rôle étant que scientifique pour chercher des outils et creuser dans des pistes pour améliorer le cycle de vie du matériau bois dans la logique de l'économie circulaire. Et les innovations dans la construction du bois vont permettre d'améliorer certains points, oui, mais c'est davantage pour toute une économie de marché de tout le secteur de la construction. Je vous remercie, cher public, pour votre attention. Je vais en profiter pour remercier, en fait, d'abord pour féliciter nos 4 étudiants là, qui ont vraiment travaillé en 5 jours et ont toutes ressorti ça. Là. Donc, Baptiste, Arij, Sarah et Zara, félicitations pour votre travail. Merci beaucoup également à nos 4 mentors qui ont encadré le travail cette semaine. Donc, Pierre, Aline, Aziz et Nicolas. Puis, sinon, bien là, ici, on remercie également les partenaires du réseau et tous les membres là, qui le constituent. Grâce à vous, on a un beau réseau dynamique et on en est très heureux. Alors, merci donc à tous aussi, à vous, public, d'être présents aujourd'hui. Et c'est le temps pour la période des questions, pour tout commentaire. Donc, je vous invite à ouvrir votre micro ou bien à utiliser le chat si vous préférez. Bon, moi, je vais commencer. Je vais dire quelque chose. En fait, moi, c'est plus un commentaire, là, vu que j'ai suivi un peu votre déroulement de réflexion. En tout cas, je tenais à vous féliciter pour tout le travail que vous avez accompli en quelques jours. En tout cas, de beaux défis devant nous. Fait que
Bon, j'avais pas plus de questions. Je voulais juste vous féliciter là pour tout le travail que vous avez fait. Merci à vous pour ton commentaire. Est-ce que j'ai cru voir une main levée? Je crois que c'était Pierre Blanchette. OK, oui. Alors à toi, Pierre. Merci, Christine. Bravo pour le travail. C'est très intéressant de voir où a atterri votre réflexion. Puis, j'ai une petite question. Dans la portion de l'exposé à Baptiste, tu mentionnais, pour avoir une approche circulaire intéressante, de tomber sur des deuxièmes usages de plus longue durée, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un travail à faire au niveau de la conception? Là, je sais que vous êtes attardé à l'existant, mais est-ce qu'on ne pourrait pas penser à une conception aussi qui donne une plus longue durée de vie au bâtiment? Est-ce que on ne devrait pas penser à avoir tous les cycles plus longs le plus possible? Ben, ce serait la vision idéale, disons, mais là, j'ai pas de référence à citer direct, mais j'avais fait quelques recherches à ce sujet. Et on voit souvent, par exemple, que c'est pas tant la durée de vie des matériaux qui contraint la durée de vie du bâtiment, c'est davantage l'usage qu'on y met à l'intérieur. On détruit souvent un bâtiment alors qu'il est encore structurellement capable de tenir debout. Donc, ce serait davantage des questions d'évolutivité, de différentes natures. Mais là encore, on a une contrainte une contrainte économique, une réalité. C'est que, par exemple, dans les principes de l'évolutivité, on va, par exemple, regarder un bâtiment qui peut passer de commercial en résidentiel. Sauf qu'un bâtiment de commercial, c'est peut-être 3,50 m, 4 mètres de plancher à plancher, alors qu'un bâtiment résidentiel, c'est 2,50 m. Donc, dans un sens, ça va fonctionner, dans l'autre, moins. Mais qui va payer pour ce supplément si on construit résidentiel, qui va payer l'étage ou les 2 étages qui vont manquer en haut pendant toute la durée de vie où il va être résidentiel? C'est comme une problématique un peu complexe. C'est comme des projets expérimentaux qui sont souvent réversibles. Merci. Oui, vas-y, Alexis. Oui, à mon tour de vous féliciter pour votre travail. C'est vraiment impressionnant. C'est un domaine que je connais moins, mais j'avais une question en fait par rapport à ce que tu disais tantôt, Baptiste. Tu as parlé d'une évaluation non destructive qui permettrait, par exemple, d'identifier à l'avance où sont certains éléments métalliques. Peux-tu nous en dire plus un peu? Je n'ai pas compris ce que ça viendrait faire, mais surtout quel type d'outils on aurait besoin pour aider à la démolition? Bien, et j'ai pas vraiment de réponse précise parce que c'est quand même un petit peu compliqué, je dirais, mais soit avec les méthodes existantes, soit on peut créer des méthodes par bâtiment, c'est-à-dire ouvrir un mur, regarder comment il est construit, et sauf les points en dehors des points particuliers, arriver à créer une méthode pour démonter ce bâtiment de la manière la plus efficiente possible. Mais on nous a demandé également de rêver à des solutions. Et moi, ce dont je rêverais, ce serait d'avoir, un peu à l'image d'une caméra thermique, une caméra qui me permet de voir les éléments métalliques dans le mur, parce que souvent on accroche les éléments bois avec des éléments métalliques. Donc, de cibler par exemple les points d'ancrage. Admettons qu'on applique des solutions, comme on a cité au cours de la présentation, où on va avoir des façades rapportées. Elles vont souvent être fixées en 4, en 6 ou en 8 points. Simplement, à la fin de la vie du bâtiment, c'est peu probable qu'on ait encore les plans détaillés d'exécution. Et donc, d'aller voir où sont ces points d'ancrage, peut-être que c'est beaucoup plus facile et ça favoriserait grandement le démontage. Intéressant. En fait, je pense que je ne suis pas encore un grand expert du domaine, mais je pense que la vision en terahertz, je pense que c'est le lointain infrarouge, pourrait permettre peut-être de passer à travers ça et de détecter le métal à l'intérieur des structures. C'est quelque chose qu'on pourrait réfléchir. Une idée qui m'est venue, mais je sais pas si elle est plausible, c'est qu'on a aujourd'hui des détecteurs de métaux
je ne sais pas exactement comment il fonctionne, mais c'est sur une question d'ondes. Est-ce qu'on ne pourrait pas recréer une image à partir de ces ondes, à peu près comme le fait un sonar, en quelque sorte? Ça pourrait être une des possibilités. Fort probablement. En fait, j'en profite pour dire que la Ville de Québec sera l'hôte de la conférence sur l'évaluation non destructive des propriétés du bois. On pourra soumettre ça, c'est en mai 2022, on pourra soumettre ça à nos experts internationaux si on le souhaite. Ce serait une bonne idée de voir leur avis là-dessus. Avez-vous d'autres questions pour notre équipe? Oui, à toi la parole, Adrien. Oui, alors on a parlé d'améliorer entre guillemets le cycle de vie du bâtiment en le rendant plus long, etc. Mais aussi, est-ce que le commerce, l'économie circulaire passerait pas vers une meilleure optimisation de la quantité de matière utilisée dans les bâtiments directement, suivant leurs applications? Adrien, peux-tu répéter ta question, s'il te plaît? Oui, je disais, excusez-moi parce que je suis sur mon portable, mais est-ce que l'économie circulaire ne passerait pas aussi par une meilleure optimisation de la quantité de matière utilisée par rapport à leurs applications recherchées? Ben, c'est sûr que moins on met de matière, moins on en gaspille en quelque sorte. Après, je vois pas trop sur quels aspects tu parles par rapport aux sections de bois ou ce genre de choses. Oui, tout à fait. En fait, il y a plusieurs technologies. Typiquement, on peut penser au CLT dans les bâtiments. Est-ce que le CLT, typiquement, c'est une meilleure optimisation que l'ossature légère quand on parle de matière qui va être recyclée plus tard, etc. Ça fait une grosse quantité de matière dans un mur en CLT et moins dans une ossature légère. Et c'est certain que, en tout cas, c'est mon point de vue personnel qui n'engage que moi. Moins on gaspille de matériaux, mieux c'est. Mais en termes de fin de vie, je sais pas si c'est plus simple de recycler un élément massif en bois ou des éléments plus petits. Par contre, ce serait une question intéressante à creuser. Ok, merci. Moi c'est Aziz, j'aimerais vous féliciter, hein, c'était quand même un excellent travail pour le peu de temps. On a vu un petit peu les coulisses, son patient assez bien structuré, c'est vraiment. J'ai une question un petit peu plus d'ordre général pour l'équipe. Si on vous donne, on aimerait bien développer parce que derrière l'une des finalités de cet exercice-là, c'est de pouvoir sortir avec des idées lesquelles on peut élaborer peut-être des projets de recherche dans le cadre de Berkeley, par exemple. Si on vous dit c'est quoi l'angle le plus intéressant à étudier dans les médias par rapport à tout ce que vous avez dit là, quoi vous pensez? Je ne sais pas si ma question est claire. C'est posé à tout le monde, hein, même à l'auditoire aussi. Est-ce que Harry, Zara ou Sarah, vous voulez répondre ou j'y vais? Pour commencer. Mais en tout cas, de mon point de vue, l'une des choses que je trouve, à titre personnel, le plus intéressant, ça serait peut-être la valorisation des déchets de bois en tant que fibre de carbone. Parce que déjà, on a un matériau à très très haute valeur ajoutée.
donc qui aurait un potentiel peut-être de levée de fonds pour générer une filière. Et ensuite de ça, on peut aussi on peut aller dans diverses applications, mais aussi retourner dans la construction avec, par exemple, l'exemple que je montrais tout à l'heure de poutres bois carbone qui font au final économiser du bois pour la même portée, puisqu'on va renforcer des éléments en les allégeant. Ou on peut aller aussi, sans l'intégrer directement dans la poutre, on peut aussi aller faire des éléments en carbone qui viendraient remplacer des éléments en métal pour alléger notamment les structures. Et je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais j'ai un bon exemple que je peux vous montrer si on a 5 minutes, d'une application de cet élément. Je vais repartager mon écran. Par exemple, hop là. On voit ici un bâtiment qui est d'un petit village qui s'appelle Saint-Émilion, d'à côté de chez moi en France. Et c'est une structure existante patrimoniale où on avait, il me semble, une contrainte de charge. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont venus faire une charpente en bois avec une structure en carbone sous-tendue pour éviter de rajouter beaucoup trop de charge sur les murs existants qui étaient fragilisés en l'état. Et ça permet d'avoir des solutions à très haute valeur ajoutée qui sont pertinentes et qui pourraient être fabriquées avec un déchet du bois. Donc, ce serait quand même très très intéressant si on arrivait à mener cette idée au bout. Je vais prendre la parole une seconde. D'abord, félicitations à tout le monde. Hein. Je trouve que vous avez fait un beau travail pour la semaine. Ça nous fait une belle synthèse, puis plusieurs pistes potentielles. Puis là, je voulais juste, Baptiste, faire du chemin un petit peu sur le point que tu nous apportes, là, l'idée du carbone. Là, est-ce que ce carbone-là pourrait être recyclé, je veux dire, actuellement, dans les centres de recyclage, actuellement, quand ils broient le bois, il y a une étape où tout ce qui est métal doit être séparé, là. Imaginons le cas où tout ce qui est clous, plaques ou des pièces d'assemblage était fait de ce carbone-là. Est-ce qu'on aurait quand même besoin de séparer le carbone du bois en vue de le recycler, ou tout pourrait être mélangé ensemble? Je ne suis pas spécialiste du carbone, là, mais à mon avis, ça devrait quand même être séparé parce que le carbone, dépendant de comment il est fabriqué, etc., mais le carbone, ce n'est pas le même matériau que le bois et ses caractéristiques sont quand même très très différentes, même s'il est issu de la filière bois. À mon avis, si la valorisation, c'est peut-être une valorisation énergétique, ça pose pas de problème, je pense. Mais dans le cas où on cherche à en refaire un produit à valeur ajoutée, on a vu au cours de nos recherches qu'il faut systématiquement faire des lots dont les caractérisations sont très similaires. Donc, dans ce but-là, il faudrait quand même faire la séparation, à mon avis. OK, d'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient un commentaire, une question? Ah oui, une main. Vas-y, Alexis. Encore moi, en fait, ma question est presque, je pense qu'elle est pour Aline, ma question. Quand on a été approché pour cet espace d'innovation-là, FP Innovation nous a interpellés en nous disant, cette fois-là, on aimerait justement que, puis je rebondis un peu sur ce qu'Aziz disait, on aimerait qu'on ne se limite pas à vouloir entamer des nouveaux projets de recherche, mais plutôt d'aller un petit peu plus loin là, dans le processus d'innovation. Vois-tu là, des façons qu'on peut amener ça après cette semaine-là, de repousser ça un petit peu? On pourrait appuyer là, en tant que réseau pour continuer de pousser l'idée un petit peu plus loin. Est-ce que tu vois des avenues pour ça? Pour moi, là? Pour FP Innovation, pour toi, peu importe. Pour moi, je ne sais pas si la question
Aline, je ne Pas sais envie de pas si créer tu de veux malaise, que là. j'embarque aussi. C'est Gabrielle aussi, Oui, la collègue à Aline. oui, je veux bien parce que j'ai été plus approchée plus tard dans la mise en place de l'événement, là, fait que j'étais pas je faisais pas partie de l'instigatrice de cette initiative, fait que je pourrais te dire des choses, mais peut-être que Mais Gab c'est en sait sûr plus que moi. que, tu sais, c'est ça, je pense que quand KFP Innovation vous a approché pour ça, c'est sûr qu'il y avait un potentiel éventuellement de plus utiliser cet espace du réseau, puis de faire des collaborations. Puis c'était en se basant sur ce que c'est ça, les étudiants allaient ressortir. Donc, c'est sûr que là, il y a des idées super intéressantes, côté construction, qui pourraient être faites, mais c'est ça, c'est sûr que les idées, il va falloir qu'on les monte un peu plus haut pour voir qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme collaboration, puis qu'est-ce qui serait possible, là, soit avec les étudiants qui ont participé ou d'autres étudiants du réseau MRQ. Mais je ne pense pas à ce stade-ci que c'est moi ou Aline qui va décider des collaborations. Mais en fait, c'est ça. Donc, c'est peut-être pas c'est peut-être pas important de prendre des décisions maintenant, mais faites-nous savoir si vous voulez qu'on vous aide justement à faire ce transfert-là. Parfait. Parce qu'Alexis, dans les anciennes éditions, là, parce que je sais qu'il y avait une édition où il y avait un projet qui a été quand même sorti de cette initiative-là, là. Est-ce qu'il y avait d'autres rencontres pour que ça, ou c'était tout de suite dans le dernier webinaire que l'idée est sortie, qu'on allait avec un projet? Ou c'était, est-ce qu'il y avait, je parle un peu de l'approche, est-ce que vous avez d'autres réunions pour un peu peut-être pousser plus loin ces idées-là? Parce que par exemple, les idées de carbone, il y a d'autres idées qui sont quand même très intéressantes. Mais il va falloir un peu pousser, mais je ne sais pas s'il y a moyen de faire une autre pas à la suite, là, et peut-être sortir avec des idées ou 2 idées de projet, là. Oui, absolument. En fait, je vais te laisser répondre, Christine, mais en fait, on fait effectivement des suivis pour essayer de s'assurer qu'on n'arrête pas là, après un vendredi après-midi comme ça, après une semaine d'efforts intenses. Puis effectivement aussi, là, c'est ça, ça a bien fonctionné. C'est comme ça que la ville de Chapey est devenue partenaire de MRQ. Et Christine, veux-tu compléter? Ben oui, pour le cas du projet, là, justement, qui était avec le CEREX et Mounir Chaouch, là, ce qui était de notre premier espace d'innovation, c'était vraiment, tu sais, ils sont vraiment partis, eux, dans ce cas-là, de l'idée des étudiants. Tu sais, eux, il y avait, disons, eu une idée une idée, finalement, là, qui ont poussé, puis qui avait vraiment inclus la ville de Chapey. Puis Chapey était là lors de la présentation. Fait que là, après, ben, c'est là qui est née, finalement, la collaboration. Puis on a ciblé un projet, une demande de financement, puis là, on a décidé d'y aller. Puis tu sais, moi, j'ai comme contribué aussi, je suis restée finalement avec eux pour les accompagner, là, puis tout ça, mais c'est sûr que c'est plus les chercheurs, tout ça qui étaient dans la rédaction de la demande, là. Et puis, je vais vous envoyer un formulaire, en fait, d'appréciation. Puis là-dedans aussi, je vous demande si vous avez envie, tu sais, que le projet, il pourrait avoir des suites au projet, tout ça. Donc, ceux qui sont intéressés à rester impliqués, on va pouvoir prévoir une autre rencontre là, par la suite, puis voir c'est quoi les possibilités de collaboration. C'est bon. Est-ce que vous aviez d'autres questions pour notre équipe? Peut-être plus un commentaire, Christine. C'est sûr que votre réflexion nous pousse à penser aux efforts nécessaires de recherche là, sur la fin de vie des bâtiments. Puis, c'est toujours un peu difficile parce que la fin de vie du bâtiment, ça interpelle peu ou pas de filière industrielle. Donc, établir des programmations de recherche en lien avec les problématiques que vous avez soulevées, là, et il faudrait réussir à avoir des partenariats avec des agences de type Recyc Québec ou des villes qui ont des problèmes avec des sites d'enfouissement, des MRC, des trucs comme ça. Sinon, on n'y arrivera jamais. Hein. Le propre, par exemple, d'un propriétaire forestier, c'est de faire pousser des arbres, de les couper puis de les vendre. Le propre d'un scieur, c'est de scier le plus possible,
d'optimiser le plus possible ses sièges pour en vendre le plus possible, et ainsi de suite là, dans toute la filière. Donc, c'est vraiment une réflexion qui est très, très linéaire et très, très basée sur la profitabilité de chaque intervenant. Ça n'enlève pas les problèmes associés à une surutilisation là, des matières premières, mais je trouve ça intéressant. Honnêtement, ça m'a fait beaucoup réfléchir à comment on pourrait aborder certaines de ces problématiques-là. Et pour ton info, Alexis, je suis allé fouiller un petit peu sur les terahertz et effectivement, en construction, ça s'avère une possibilité intéressante là, pour explorer là, la composition des murs. L'INO, d'ailleurs, est active là-dessus à Québec. Wow, super. C'est ça, tu sais, pour les partenariats, en fait, quand on s'est fait approcher par dans les partenaires de Matériaux renouvelables Québec, justement, là, cette question-là, tu as raison, dans le milieu municipal, toutes les municipalités auxquelles on a parlé, c'est un problème, les centres de tri, tout ça, et puis la valorisation là, des matières recyclées. Donc, c'est des voies à poursuivre, mais ça, je suis vraiment content de voir qu'il y a une mobilisation. Je pense qu'on est capable de pousser ça, de juste agir comme catalyseur, puis après ça, il y a des gens qui vont partir avec ça. On est bien content que ça se fasse comme ça. Puis je me demande si des programmes du FRQNT dans le type Audace, ça peut. Je sais qu'eux sont supposés financer plus des programmes audacieux, puis en tout cas, je pourrais que je m'informe, mais peut-être que ça pourrait concorder. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent bien, ce programme-là, parmi l'assistance. Fait que je vais vérifier. En tout cas, j'ai noté, Pierre. Merci pour le commentaire. Effectivement, je pense, moi, comme première étape, c'est parce que la fin de vie, comme vous l'avez mentionné, là, la fin de vie d'un bâtiment, effectivement, sur les médias, ça concerne plutôt les écocentres, les centres de tri, et les autres qui se trouvent avec cette problématique-là. Ils essaient un peu de faire ce qu'ils peuvent. Il y a quand même pas mal de belles initiatives un peu à travers le Québec. Mais c'est le meilleur angle d'attaque premier pour peut-être élaborer un projet. Parce que sinon, c'est sûr que si on va aller vers les promoteurs, ceux qui font les produits, tout ça, là, tant qu'il n'y a pas de preuve de concept, ils n'embarqueront jamais. Par contre, les autres de tout ce qui est municipalité, sont concernés directement là, pour le moment. Donc, je pense aussi que stratégiquement, c'est là où on peut faire de quoi là, dans un long terme. Oui, à toi, Marie-Christine. Oui, ben, je vous écoute parler, puis tu sais, présentement, la communauté métropolitaine de Québec, on est présentement en révision de notre plan métropolitain de gestion des matières résiduelles. Donc, c'est sûr que moi, j'avais un gros intérêt aussi là, à écouter aujourd'hui les résultats de ce que vous discutiez, parce que le domaine de la construction, rénovation, démolition, c'est vraiment un domaine qu'on connaît peu, puis qui n'a pas une grande traçabilité au niveau des matériaux. Donc, je pense que ça vaut la peine de peut-être pousser plus loin parce qu'on est vraiment en train de regarder présentement quelles mesures on intègre pour les 7 prochaines années, de 2024 à 2031, dans le plan. Puis nous, en fait, on chapeaute là, les MRC, les municipalités du territoire qui comprend la MRC de la Jacques-Cartier, MRC de l'île d'Orléans, MRC de la Côte-de-Beaupré, puis toute l'agglomération de Québec. Donc, si vous avez envie aussi, je me disais de proposer des solutions ou de poursuivre en ce sens-là, ben on est vraiment très ouvert là. Je vais partager dans la conversation le site où vous pouvez aller commenter ou donner des idées ou tout ça en lien avec le plan qui est présentement en mode concertation, puis on va aller en consultation publique là, au courant de à peu près là, au printemps prochain, là, en 2022. Mais je voulais vous féliciter, c'était vraiment très intéressant. Merci pour le bon travail. Merci.
Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres commentaires, d'autres échanges, questions. Sinon, bien, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Puis, ceux qui ont participé, là, vraiment, mentors et étudiants, je vous remercie énormément pour votre temps puis pour votre travail. Merci à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui et qui sont venus écouter les résultats. Donc, on va diffuser le webinaire dans les réseaux sociaux, puis sur nos sites web. Puis, je vais vous faire parvenir également le formulaire, comme je disais tantôt, d'appréciation. Puis, on pourra voir où promener finalement ce projet-là pour ceux qui ont envie de rester impliqués. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine, tout le monde. Puis, j'en profite peut-être aussi, Alexis, je vais te laisser le mot de la fin si tu veux, mais juste, je voulais juste dire, j'ai été approchée par la SADC de, voyons, là, j'ai comme un blanc, là, Côte-Nord en tout cas, là. Puis, ils sont intéressés pour valoriser les dormants de chemin de fer. Fait que là, je vais justement approcher prochainement plusieurs... les gens du réseau, puis voir s'il y en a des gens qui sont intéressés pour peut-être un prochain espace d'innovation sur le sujet pour trouver des alternatives au bois qui est cryosoté, là, puis en ce moment, il n'y a pas grand-chose à faire pour le décontaminer. Alors, si ça intéresse le réseau MRQ, peut-être que ça sera notre prochain sujet, mais ce sera plus pour l'hiver. Alors, pour tout de suite. De toute façon, Christine, moi, j'avais fait un projet là-dessus. Là, sur le... Ah oui? Bon, oui. Je vais prendre une note. On s'en reparle. Merci. Puis Alexis, voulais-tu le mot de la fin? En fait, c'est ça, on a remercié tout le monde, les participants, les mentors, les partenaires, mais on n'a pas remercié Christine. Merci pour ton travail exceptionnel, comme à chaque fois, comme à chaque espace d'innovation. Donc, c'est très apprécié. On va faire le suivi ensemble, mais je tenais à te remercier. Merci à toi. Puis je vais juste rajouter merci également à Gabriel et à Caroline qui m'ont aussi appuyé pour la coordination. Super. Bonne fin de semaine tout le monde. Merci. Merci. Salut tout le monde. Bye bye.